Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc proposer, étant donné les circonstances liées à la pandémie, les cours d'informatique ou l'atelier informatique pour le moment sous forme de vidéo. Donc cet atelier qui s'intitulait Informatique libre. Je me présente d'abord pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux. Je m'appelle Michel Damien. Je suis enseignant à l'UTL depuis 4 ans et j'ai donné depuis 4 ans un cours de mathématiques qui s'appelle le sens des mathématiques, ou plutôt histoire des mathématiques. Et donc, je vais vous proposer de continuer, ou tout au moins d'essayer de continuer, de travailler sur l'informatique libre. Je propose d'ailleurs à ce sujet, sur la radio de l'UTL, une petite rubrique qui porte le même nom, Informatique libre. Je voudrais d'abord remercier les équipes de l'UTL grâce à qui ces émissions peuvent avoir lieu dans des conditions un peu difficiles liées au confinement. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais exprimer, comme je l'ai déjà fait dans le cours de mathématiques, ma colère face à la gestion de cette pandémie qui, à mon avis, met en danger nos libertés, ce dont d'ailleurs je vais parler pas mal dans ce cours. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez sur la page d'accueil donc mon adresse mail michel.damien@gmail.com, et je souhaite que vous ayez envie de m'écrire pour me donner vos critiques, vos idées, ce dont je reparlerai d'ailleurs à la fin de ce cours, concernant la suite à donner à cet atelier. Cette suite qui pose quelques problèmes, on en parlera tout à l'heure, au niveau du contenu et de l'organisation. Tout d'abord, donc, le calendrier qui était prévu, et je ne sais pas si ça pourra être respecté. Donc, vous avez 3 cours qui auront lieu avant les vacances de Noël, 3 entre Noël et février, et 4 entre février et Pâques. Alors, je vais commencer ce cours. Et ce premier cours, disons, va être en grande partie une reprise de ce que j'ai déjà fait les 2 années précédentes, et je m'en excuse auprès de ceux et celles qui ont déjà assisté à mes cours et ateliers précédents, qui ne vont pas apprendre grand-chose aujourd'hui, puisque je vais reprendre beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé. Alors je vais commencer par présenter la figure tutélaire de l'informatique libre, Richard Stallman, qui est le fondateur de cette idée, on va dire, le créateur de cette idée. Alors, ce que j'appelle informatique libre, ça regroupe à la fois ce qu'on appelle logiciel libre, dont je vais parler en détail, mais aussi plus généralement, ça pose le problème de la liberté dans les systèmes d'information et de données. Liberté qui est quelquefois mise à mal, on va le voir dans la suite. Alors, Richard Stallman, c'était un informaticien dans les années 70-80, un informaticien de haut niveau, qui s'est aperçu que sa liberté de travailler était entravée par les licences que comportaient certains logiciels, en particulier les pilotes d'imprimantes, et qui a fondé donc un mouvement essayant de se débarrasser de ces contraintes. Donc je vous lis ce texte qu'il a écrit et qui définit sa conception des logiciels libres, qui a été reprise d'ailleurs de manière officielle ensuite par l'ensemble de la communauté. Le terme free software, alors free software c'est en anglais le terme d'origine pour logiciel libre, et qui pose un petit problème parce que free veut dire à la fois en anglais libre
est gratuit. Et donc, ce que commence par dire Stallman, c'est que ce terme est mal compris, il n'a rien à voir avec le prix, il parle de liberté, et ça me paraît extrêmement important. Voici donc la définition d'un logiciel libre. Un programme est un logiciel libre si vous avez la liberté de l'exécuter comme vous le souhaitez, pour quelque motif que ce soit. Ensuite, vous avez la liberté de modifier le programme afin qu'il corresponde mieux à vos besoins, ce qui pose quelques problèmes techniques sur lesquels je reviendrai plus tard. Ensuite, vous disposez de la liberté d'en redistribuer des copies, que ce soit de manière gratuite ou onéreuse. Et enfin, vous avez la possibilité de distribuer des versions modifiées du programme afin que la communauté puisse bénéficier de vos améliorations. Alors c'est un texte fondateur dont les conséquences sont importantes et nous allons en parler tout de suite. Alors, quelles sont les conséquences importantes de cette définition? Alors tout d'abord, je commente cette image qui est reprise de la bande dessinée Le chat de Gueluc. Donc il sort du supermarché où il dit « J'achète ma viande ici, mes tomates ailleurs et mes herbes en face. Sinon, avec leurs statistiques, ils finiront un jour par connaître ma recette de sauce spaghetti. » Alors il ne s'agit pas de la recette de sauce spaghetti, mais en informatique, mais plus généralement, la recette d'ailleurs étant, les recettes de cuisine étant d'ailleurs un bon exemple, il s'agit d'abord de l'accès au code source. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'on appelle code source, c'est le texte du programme qui a été écrit par un programmeur et qui permet de faire fonctionner ou qui définit même un logiciel, c'est-à-dire une application. En général, si vous avez l'habitude d'utiliser Windows ou un Mac, vous n'avez pas accès au code source. Et bien peu de gens d'ailleurs s'en soucient. On verra d'ailleurs après que ceci est problématique. Parce que le code source, évidemment, ça demande des connaissances informatiques que n'ont pas la majorité des personnes qui utilisent des ordinateurs. N'empêche que la possibilité d'accéder au code source est une des premières garanties fondamentales du fait que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, puisque vous pouvez le transformer ou le faire transformer par quelqu'un qui en a la capacité. Ça, c'est le premier point fondamental, qui est sujet à controverse, d'ailleurs on verra après, qui a été sujet à controverse. Ensuite, la deuxième idée qui me paraît fondamentale, c'est celle de collaboration et de partage, c'est-à-dire le fait que l'informatique libre a donné naissance à des communautés très nombreuses de gens répartis sur toute la planète qui travaillent ensemble et qui surtout partagent leurs connaissances, ne les cachent pas, comme c'est fait dans le cas des logiciels propriétaires. Alors la controverse ou les controverses qui ont eu lieu sont basées sur justement cette ambiguïté du mot free en anglais qui signifie à la fois, je l'ai dit, gratuit ou libre. Et donc la controverse c'est entre en anglais free as in beer, c'est-à-dire libre, gratuit comme la bière. On ne peut pas dire pour autant qu'elle soit vraiment gratuite, ou libre comme la liberté, comme dans le mot liberté plutôt. La philosophie entre guillemets de Richard Stallman, c'est le fait que le logiciel est libre, c'est-à-dire qu'il est une expression de notre liberté. Contrairement à ce qu'on appelle depuis quelque temps les logiciels open source, qui n'insistent que sur l'aspect code source ouvert, c'est-à-dire l'accès au code source, contre lequel s'est insurgé Richard Stallman. Alors,
je continue un peu les citations de Stallman. Alors, open source, logiciel libre, y aurait-il une différence? Oui, il y en a une. Bien souvent, le terme open source est utilisé par commodité pour signifier que l'on a accès au code source d'un logiciel. Et comme à chaque fois qu'il en a l'occasion, Stallman, qui est un ardent défenseur des logiciels libres, encore une fois, a rappelé donc le logiciel libre est un logiciel qui respecte la liberté et la commodité des utilisateurs. Et la communauté, des utilisateurs. Ce n'est pas une question de prix. C'est libre, pas gratuit. Disons pas gratuit, disons que ça n'est pas nécessairement gratuit. En réalité, la majorité des logiciels libres sont gratuits. Avec tout programme, il y a deux possibilités. Soit les utilisateurs contrôlent le programme, soit le programme contrôle les utilisateurs. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver un peu plus tard dans une association dont je parlerai après. Lorsque les utilisateurs contrôlent le programme, il s'agit d'un logiciel libre, ils contrôlent ce qu'ils en font, ce qui respecte leur liberté et leur communauté. Pour Stallman, l'open source est né dans le but d'étouffer le mouvement du logiciel libre. L'open source est un substitut amoral et dépolitisé du mouvement des logiciels libres. Ce serait un désastre pour nous. Cela signifiait déconnecter le logiciel libre de l'idée que les utilisateurs méritaient la liberté. Et pour terminer, en résumé, en une phrase, l'open source ce n'est pas le nom d'une philosophie, cela fait référence au logiciel, mais pas aux utilisateurs. Alors, voyons quelques exemples que j'ai appelés anecdotes, bien qu'elles sont loin d'être anecdotiques. C'est ce dont je vais parler. Qui montrent où se trouve le problème, on va dire. Alors tout d'abord, vous avez entendu parler, il y a quelques années, de la surveillance de la NSA, cet organisme américain. La surveillance se fait à travers l'injection dans les logiciels, dans les applications, de ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées, qui ne sont pas détectées par les utilisateurs, si le logiciel en particulier n'est pas libre, puisque elles sont à l'intérieur du code source et que on n'a en général pas conscience du fait que ces portes dérobées existent. Et c'est par ces portes dérobées que la surveillance se fait, sous la forme de petits morceaux de code qui, par exemple, sont capables de surveiller votre clavier ou de surveiller ce que vous utilisez comme application. Ceci est quasiment impossible avec un logiciel libre, dans la mesure où le code source est connu de tous ceux qui sont capables de le lire, ce qui fait quand même pas mal de monde sur la planète, et qui, en général, surveillent ce qui s'y passe et se rendent compte des transformations qui sont faites à ce code source. Voilà un premier point très important pour moi, le problème de la surveillance, le problème de caractère privé de nos données et de nos activités informatiques en particulier. Ensuite, le problème d'argent, on va dire. Les États n'ont pas les moyens qu'ont les grandes sociétés, qu'on appelle les GAFAM en Occident, on va dire, et les BATX en Chine, en Orient. Alors, les GAFAM, vous avez tous entendu parler des GAFAM, c'est Google, etc., qui investit, par exemple, en 2018, 16 milliards pour Google, Amazon, 22 milliards, Alibaba, 15 milliards, dans l'intelligence artificielle, oui, j'ai oublié de préciser. 15 milliards en 2019. La France, 1,5 milliard d'ici 2024. Alors vous voyez la différence de niveau. C'est-à-dire que finalement, l'intelligence artificielle qui va devenir, on aura l'occasion sans doute d'en parler dans la suite, qui va devenir un enjeu fondamental de la manière dont sont gérés les outils informatiques et le reste de notre vie reliée à la technologie,
Cette intelligence artificielle est entièrement entre les mains de sociétés privées de par les moyens qu'elles sont capables d'investir. Et toujours dans le domaine financier, les grandes entreprises ont une politique très agressive de rachat massif des petites entreprises, ce qui pose un problème concernant la diversité des applications créées. Alors, pourquoi donc finalement on voit déjà apparaître quels sont les problèmes, et détaillons un peu la nécessité d'avoir une informatique libre. Alors d'abord, la maîtrise des données. Dans le cadre d'une informatique libre, on peut considérer que vos données personnelles, alors vos données ce sont vos informations personnelles d'ailleurs d'abord, et puis les données concernant vos habitudes, qui sont très prisées par les grandes compagnies, pour des raisons, on va dire, publicitaires par exemple, et autres. Aussi qui sont très prisées par certains États, pour des raisons sécuritaires ou politiques. Alors d'abord, dans le cas d'une informatique libre, les objectifs, qui ne sont pas toujours atteints, mais qui sont quand même des objectifs importants, sont que vos données personnelles doivent être sous votre contrôle et rester votre propriété. C'est absolument loin d'être le cas actuellement, en général. Sont stockées dans des espaces, y compris sur le cloud, où elles ne sont lisibles que par vous et par les personnes à qui vous en avez donné le droit. Alors, l'opposition qu'il peut y avoir entre stocker les données sur votre ordinateur ou stocker vos données sur le cloud, c'est-à-dire sur un ordinateur distant, cette opposition n'est importante que parce que justement les endroits où vous stockez vos données appartiennent à des compagnies privées. Mais on pourrait très bien imaginer un système informatique organisé de manière à ce que ces données sont stockées à distance, mais sous votre contrôle, ce qui est possible déjà actuellement. Ensuite, sont transportés dans des canaux de communication protégés, c'est-à-dire cryptés. Alors, le cryptage est un problème compliqué, mais dont on parlera, mais c'est tout à fait possible actuellement de crypter les communications et les données de manière extrêmement efficace. Donc, ceci concernait la protection des données. L'informatique étant la combinaison des données et du traitement des données, c'est même une des définitions de l'informatique, voyons comment on envisage la maîtrise des traitements dans l'informatique libre. Les programmes libres que vous utilisez sont entièrement en votre contrôle, sous votre contrôle. On l'a déjà vu, vous pouvez modifier leur comportement ou le faire modifier par un informaticien, puisque vous avez accès au code source. Vous pouvez les partager avec d'autres personnes en fonction de ce qu'on appelle copyleft, dont je parlerai après. Alors, les conséquences de cette maîtrise des données, c'est d'empêcher, je l'ai dit tout à l'heure, les backdoors, la surveillance, ne pas se préoccuper des virus, puisque actuellement, on peut dire que dans les systèmes d'exploitation libres comme Linux, il n'y a quasiment pas de virus, pour différentes raisons d'ailleurs. Ensuite, permettre l'accessibilité, c'est-à-dire la possibilité à tout le monde d'accéder de manière égalitaire aux ressources numériques et aux logiciels. De travailler en sécurité, en particulier, là aussi, une grande différence avec l'informatique privative, comme dirait Stallman. Ne pas télécharger n'importe quoi depuis n'importe où. S'assurer de la provenance des logiciels qui sont donc certifiés comme des données. On verra plus tard, en travaillant avec Linux, ce que cela implique. Et ensuite, on pourrait dire qu'on peut voir l'ensemble de la question sous la forme d'une évolution des méthodes de travail, c'est-à-dire passer d'un logiciel privatif est un terme inventé par Stallman, disons un logiciel qui n'est pas entre vos mains, qui n'est pas libre donc. Passer donc du logiciel privatif au logiciel libre, y compris open source, ensuite passer au travail collaboratif par le partage des informations
Alors, ce qu'on appelle reproductive research, c'est la possibilité, dans le domaine scientifique surtout, de commenter votre travail de façon à ce qu'il puisse être compris et reproduit par tout le monde. Et travailler en mode texte, qui est quelque chose d'important, dont on verra des exemples, en particulier dans la différence entre travailler avec un éditeur de texte et un traitement de texte. Et on verra que ça a des conséquences importantes pour le partage. Alors justement, les formats libres, c'est le fait que les documents que vous créez à partir des logiciels libres, par exemple des documents de texte ou des documents audio, des documents vidéo, doivent avoir des structures qui sont définies publiquement. C'est-à-dire que ça ne doit pas être ce qu'on appelle des formats fermés. Par exemple, pendant longtemps, le format MP3 était un format fermé, c'est-à-dire encore une fois qu'il appartenait d'abord à une compagnie. Maintenant, ce n'est plus vrai maintenant, mais il y en a d'autres. Et en plus, il n'était pas lisible facilement. Donc il est possible, si cette structure des fichiers est définie publiquement, il est possible de manipuler ces fichiers avec des outils libres et de les échanger. Alors je reprends là ensuite l'idée que pour faciliter l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de partager, encore une fois, il est aussi conseillé d'utiliser le plus souvent des fichiers au format texte brut en les exportant ensuite dans le format que l'on veut, c'est-à-dire PDF, qui est un format qui n'est pas libre, LibreOffice, qui est un format libre, HTML, qui est un format libre, et Word, qui n'est pas un format libre. Mais tout ça peut être fait en partant d'un texte brut, c'est-à-dire un texte sans mise en forme et écrit avec un logiciel libre, et en l'exportant ensuite dans le format voulu. Alors une question qui se pose, c'est les logiciels libres semblent avoir peu d'inconvénients, en tout cas j'en ai pas parlé encore, et beaucoup d'avantages. En particulier, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que bien que Stallman revendique le fait que la liberté n'est pas la gratuité, les logiciels libres sont la plupart du temps gratuits. Entre parenthèses, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Windows. Windows, on peut croire qu'il est gratuit parce que lorsque vous achetez un ordinateur, il est dessus, mais en fait, vous payez à la fois une licence qui est comprise dans le prix de l'ordinateur et le prix de l'installation. Alors pourquoi Linux et les logiciels libres ne sont-ils pas plus répandus? Alors, une petite remarque d'abord, les 500 ordinateurs les plus puissants dans le monde utilisent Linux. Donc, quand vous vous connectez à un ordinateur par Internet pour un achat, par exemple, sur des grandes firmes de vente par correspondance, vous êtes à peu près certain d'abord qu'il est sous Linux, que le serveur que vous contactez est sous Linux. Et par contre, à contrario, 95% des utilisateurs, comme vous et moi, utilisent Windows ou Apple. Donc il y a une contradiction assez importante. Alors quelles sont les causes de cette contradiction? Prenons comme point de départ la position de Linus Torvalds. Qui est Linus Torvalds? Eh bien, c'est l'inventeur de Linux, en fait. C'est un informaticien qui dit que la principale difficulté qui empêche les logiciels libres, et lui il parle surtout de Linux, qui est en fait un système d'exploitation comme Windows, la principale difficulté vient du fait qu'il y a, on dirait d'une certaine façon, un seul Windows et beaucoup de versions de Linux, et que les gens s'y perdent, ne s'y retrouvent pas dans tout ce qu'on appelle les distributions différentes de Linux. Alors, personnellement, je pense que ça intervient un petit peu, mais l'expérience montre que si on fournit à un utilisateur un ordinateur avec Linux préinstallé, cet utilisateur ne se posera pas la question de la multiplicité des distributions.
des distributions sont des variantes, on va dire. Il utilisera celle qui est installée, sans même savoir qu'il y en a d'autres, de la même façon qu'un utilisateur Windows n'est pas gêné par l'existence du système Mac OS X. Là déjà, on a le premier problème important, c'est que, à mon avis, la première difficulté qui empêche Linux de se répandre, c'est que Linux n'est pas préinstallé sur les ordinateurs. Quand vous achetez un ordinateur, dans la plupart des cas, c'est Windows est installé dessus, ou sinon, pour un petit pourcentage, c'est Apple. Sur Apple, c'est Mac OS X. Et vous n'avez pas Linux installé. C'est un premier problème important quand même. Et ça résulte aussi de la pression des grandes compagnies, comme en particulier Windows, sur les revendeurs. Alors, ce n'est pas la seule difficulté. La difficulté venant de l'installation, de la préinstallation de Windows, par exemple, n'est pas la seule difficulté. En fait, le logiciel libre est souvent dénigré. Et ça a pour conséquence la contradiction qui fait qu'un outil en général payant lui est préféré. Et la raison du fait qu'il est dénigré, c'est qu'il met en danger le modèle économique dominant, par sa philosophie, on va dire. Alors, il faut prendre en compte le fait que cette idéologie de la liberté a un coût. C'est-à-dire qu'elle oblige l'utilisateur souvent à un effort supplémentaire dans les conditions actuelles pour utiliser un système libre. Donc ceci est effectivement un obstacle. Mais la multiplicité des systèmes libres, si on veut prendre une comparaison, si la multiplicité des modèles de voitures n'empêche pas un grand nombre de personnes d'acheter des voitures. Moi, je pense qu'il faut se méfier des explications techniques qui n'expliquent pas en même temps comment cette technique est articulée au contexte socio-économique et politique. Bien entendu, les logiciels, les systèmes non libres ont des avantages, on va dire, liés à ces choix. Par exemple, si on imaginait qu'une entreprise comme Renault avait un accord unilatéral avec l'État, comme c'est le cas pour Windows, qui bénéficie d'un contrat sans appel d'offres avec l'Éducation nationale, qui concède l'utilisation de la suite Microsoft dans les établissements scolaires pour une somme annuelle qui coûte 12 millions d'euros aux impôts, si dans ce cas-là, Peugeot, par exemple, aurait du souci à se faire si cet accord stipulait, par exemple, que les élèves doivent apprendre à conduire à l'école sur des véhicules de marque Renault. C'est ce qui se passe, en réalité. C'est ce qui se passe avec Microsoft. À l'école, on utilise Microsoft. J'ai moi-même été administrateur réseau dans un lycée, et effectivement, on nous imposait Microsoft comme système pour fonctionner. Et par exemple, quand un élève sort du lycée en ayant appris à écrire avec Word et qu'il entre dans une entreprise, il est bien évident qu'il s'attend à ce que l'entreprise utilise plutôt Word que LibreOffice, qui est son équivalent gratuit et libre. Et ceci est un investissement, un retour d'investissement au centuple pour Microsoft, bien entendu. Ce qui lui permet de donner quasiment, enfin de faire à bas prix des dons d'ordinateurs équipés de Windows dans certains pays, par exemple. Plus encore, un autre exemple, quand vous achetez une voiture, si Renault avait un accord exclusif avec les équipementiers qui stipule qu'il est la seule marque autorisée à vendre des voitures tout équipées avec les sièges, le volant, etc., contrairement aux autres qui vous demandent de monter vous-même la voiture, Peugeot aurait encore plus de soucis à se faire. Or, c'est ce qui se passe. Quand vous achetez un ordinateur, dans 99% des cas, il est équipé de Windows, et bien entendu, vous payez pour cela, alors que ce n'est pas le cas de Linux. Pire, et pour terminer, on peut imaginer que Renault vous oblige à faire vos pleins chez Total. Si vous voulez pouvoir faire le plein chez Esso, il faut d'abord modifier vous-même le réservoir. Et bien entendu, vous perdez la garantie.
C'est ce que fait Windows, en essayant, Windows et Apple d'ailleurs, en essayant par tous les moyens d'empêcher l'installation de Linux en bridant les machines. Alors ça concerne surtout Windows, mais Apple intervient en particulier sur le matériel, dans ce sens-là. Dans le domaine des ordinateurs personnels, la multiplicité des variantes, dont on a vu tout à l'heure qu'elle était un obstacle, est un peu compensée par le fait qu'elles sont quand même regroupées en grosses distributions qui occupent la plus grande partie du marché. Alors il y a Debian et ses dérivés, dont Ubuntu, qui est la version de Linux, la distribution de Linux la plus utilisée, Red Hat ou OpenSUSE. Voilà 3 grandes compagnies, on va dire, qui distribuent des logiciels libres et qui distribuent Linux. Et dans chacun des cas, le fonctionnement est similaire pour tous les dérivés. Donc, ça diminue un peu le problème de la variabilité. L'interface peut changer, mais, et ça c'est aussi quelquefois déroutant, l'interface, vous avez le choix, on le verra après, entre beaucoup d'interfaces, contrairement à Windows. Encore une fois, la liberté, il faut l'avoir aussi du côté positif. Il faut l'avoir surtout du côté positif. Et la variation des interfaces n'empêche pas qu'on ait la capacité de choisir l'une des interfaces et de ne pas en changer si on veut. Sous Windows ou sous Mac, bien entendu, on ne change pas d'interface, sauf quand c'est eux qui le décident. Alors bien entendu, beaucoup de gens sont conscients de toutes ces difficultés, ces problèmes plutôt liés par exemple à la surveillance, et utilisent des moyens de protection contre le système. Contre le système des logiciels non libres. Par exemple des antivirus, des anti-espions, des anti-publicités, des anti-surveillance, etc. La question finalement se pose, faut-il passer son temps à se protéger du système que l'on utilise, ou bien faut-il tout simplement le remplacer? Alors ça me fait écho, moi, à des questions politiques, on va dire, par rapport en particulier à la situation actuelle. Alors, ne pas se défendre d'un système, ne pas perdre son énergie à se défendre d'un système, mais plutôt le remplacer par un autre qui empêche radicalement, c'est-à-dire par construction, les dérives dont nous aurions à nous protéger. Bon, ça c'est une question que je laisse en suspens, et nous aurons l'occasion, je l'espère, d'en discuter. Revenons un peu maintenant à des descriptions un peu plus techniques des environnements libres. Alors tout d'abord, historiquement, les acteurs principaux, disons que les entreprises ou les associations ou les éléments qui ont constitué le développement des logiciels libres sont présents là à cet écran, en partie seulement. Alors vous avez le système GNU, qui est représenté par ce GNU, qui est en fait le groupement fondé par Richard Stallman pour développer les logiciels libres au début de leur histoire, avant même que Linux existe. Ensuite, vous avez Linux lui-même, qui est représenté par ce pingouin, qui est la mascotte de Linux, qui a joué un rôle important dans la mesure où, lorsque GNU existait, il était le système... alors GNU signifie... GNU, c'est un acronyme récursif, ça signifie... GNU, GNU, signifie GNU is not Unix. Alors Unix, c'était un système d'exploitation, l'équivalent de Windows qui existait avant Windows, qui n'était pas libre, et donc le terme GNU a été fondé sous ce regroupement du mot GNU is not Unix. Linux, ça vient en particulier du prénom de son inventeur, Linus Torvalds, ce qui a donné Linux. Alors, je disais que Linux a joué un rôle important parce que les logiciels GNU n'étaient
n'avait pas de système d'exploitation libre dans lequel il pouvait fonctionner, et Linux a été donc le moment où un système libre est apparu, et donc il faudrait plutôt appeler le système GNU Linux, ce que recommande Stallman par exemple. Ensuite, la toile, comme on dit maintenant, le World Wide Web, qui a été au départ inventé. Alors il ne s'agit pas d'Internet vraiment. Internet, ça a été inventé très tôt, hein, bien avant que GNU ou Linux existent. Mais le World Wide Web apparaît dans les années 70 au CERN, le Centre d'études et de recherche nucléaire, qui est à la frontière franco-suisse, chez des universitaires qui ont besoin d'un moyen de communication et qui inventent un réseau avec des liens hypertextes, des liens entre les documents qui permettent de regrouper non seulement les ordinateurs, ce qui était déjà le cas avant, mais les documents entre eux. Et maintenant, bon, c'est devenu le fonctionnement, on va dire, fondamental, principal d'Internet. Enfin, une association dont je parle, qu'on appelle la neutralité du réseau, c'est-à-dire qui prône l'idée que le réseau ne doit pas, les agents du réseau ne doivent pas déterminer son fonctionnement en fonction des utilisateurs. Parce que l'une des tendances actuelles, l'une des tentations, je dirais même actuelles, dans le milieu des grandes entreprises, ça serait d'avoir des réseaux à plusieurs vitesses en fonction de ce que vous payez. C'est-à-dire le fait que vous n'auriez accès à certaines données que selon des profils qui dépendraient bien sûr du prix que vous payez. Non seulement et aussi la rapidité d'accès serait bridée selon les cas. Alors c'est déjà un peu le cas techniquement, mais peut-être pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons techniques, en ce qui concerne la rapidité d'accès. Mais là, ça serait uniquement les raisons économiques au sens strict du fait que vous payez plus ou moins cher pour accéder, ce qui vous donnerait un accès différent aux données. On rejoint là d'ailleurs l'un des problèmes fondamentaux dont je parle dans la première émission de radio sur Radio UTL, sur le fait que Google, par exemple, ne vous donne pas accès aux mêmes résultats dans son moteur de recherche, non pas selon ce que vous payez, encore que ça en soit une conséquence indirecte, mais selon vos habitudes. C'est-à-dire qu'en surveillant vos habitudes, il détermine ce que vous avez envie, par exemple, d'acheter, le cas le plus simpliste, et ce à quoi vous vous intéressez, on va dire de manière plus générale, et en fait, il va ensuite vous proposer des réponses à votre requête liées à ce profil qu'il a fait de vous. Ce qui fait que si vous prenez deux personnes différentes qui au même moment font la même requête dans le moteur de recherche de Google, ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Il me semble que ça pose de gros problèmes concernant la liberté et la vérité. En ce qui concerne les personnages dont j'en ai déjà parlé, trois personnages principaux, Richard Stallman, dans les 83, il invente GNU, Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, en 1990, et Linus Torvalds, en 1991, qui invente Linux. Alors, justement, le fait que les logiciels et les données doivent être libres, ça n'empêche pas qu'il y a une protection, ou tout au moins une reconnaissance de leur créateur. C'est-à-dire l'équivalent d'un copyright. Alors le copyright, ça a été inventé dans les sociétés pour protéger les auteurs, pas en informatique, mais dans le domaine de la peinture, dans le domaine de l'écriture, etc. En fait. Et le copyright est un système qui protège la propriété, mais qui en même temps ne permet pas, par exemple, l'accès aux sources, puisque si on prend les logiciels non libres, ils sont soumis à un copyright qui empêche même d'examiner la façon dont ils sont créés, dont ils sont écrits.
Alors, à ce copyright, Stallman oppose ce qu'il appelle un copyleft. Alors, c'est un jeu de mots, encore une fois. Le copyleft, c'est... Alors, vous avez en bas, ici, les deux symboles. Vous avez le copyright à gauche et le copyleft, qui est son symétrique, à droite. Alors, c'est un jeu de mots parce que copyright, ça signifie droit de copie. Et donc, copyleft, ça joue d'abord sur le fait que ça serait en fait un terme qui n'existe pas, gauche de copie, mais aussi le mot left qui signifie gauche signifie aussi laisser. Et donc le copyright vous empêche de copier et le copyleft vous laisse copier. Mais aussi, politiquement, on pourrait dire, en exagérant peut-être un peu, le copyright serait à droite et le copyleft serait à gauche. Donc cette licence donc, représentée par ce symbole est souvent présente dans les descriptions des logiciels libres. Alors, il y a plusieurs types de licences qui déterminent des variantes du copyleft. Donc, la licence de base utilisé par la majorité des logiciels Linux qu'ils appellent GPL, GNU Public License. Donc, qui définit en fait les règles de protection des créateurs de logiciels et les règles de distribution aussi. En particulier, toutes ces licences obligent, enfin presque toutes, obligent à attribuer la création à son créateur. La licence MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui est très permissive, qui est compatible avec la GPL, et qui est surtout utilisée par le système d'affichage sous Linux, le système qu'on appelle X.org, qui est plus permissive dans la mesure où elle permet n'importe quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas de la GPL, qui par exemple, la GPL peut restreindre la possibilité de distribuer en vendant dans certaines versions de la GPL. BSD, qui est utilisé par Apple, puisque Mac OS X est une version non pas de Linux, mais de BSD, qui est un système libre dont Apple a racheté une licence pour pouvoir redistribuer ce logiciel libre sous forme propriétaire. Et enfin, je cite une licence que je ne connais pas bien, mais dont je connais l'existence, en tout cas la licence Cecil, qui est une licence inspirée de celle qui précède, enfin en tout cas de la GPL et du MIT, et qui est d'origine française, qui est donc souvent utilisée dans les productions informatiques françaises, et en particulier dans certaines logiciels libres utilisés par l'administration en France. Les licences dont je viens de parler sont des licences qui sont relatives, encore une fois, à l'informatique. Mais ça s'étend, et je l'ai dit tout à l'heure, l'informatique libre, la notion d'informatique libre s'étend à autre chose que l'informatique proprement dite. Alors ça s'étend à toutes les œuvres, on va dire, y compris par exemple la musique ou les livres, à condition que les gens bien sûr acceptent de rentrer dans ce système. Alors là vous avez différents, vous voyez que chaque rectangle là est une variante de cette licence qui s'appelle Creative Commons, qui fait référence aux communs, les communs dont on parle quelquefois en ce moment, qui sont des organisations des moyens de partage des biens qui historiquement se sont développés, ont été évolués, en étant d'ailleurs de plus en plus battus en brèche par le système économique. Donc vous avez ici différents systèmes, je ne vais pas en parler, je ne vais pas les détailler. Par exemple, entre la CC-BY et la CC-BY-SA, vous avez pour la CC-BY attribution, donc vous devez donner le nom
de l'auteur. Et celle-ci précise que vous devez partager dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous devez, si l'auteur a choisi comme licence CC BY SA, vous devez redistribuer avec la même licence. Par contre, il y a des variantes de tout ça dans celles qui suivent. Vous voyez que certains interdisent l'utilisation commerciale et les modifications, ce qui n'est pas tout à fait conforme à la GPL de départ, mais est tout à fait possible. Alors maintenant, je vais donner quelques petits éléments en vrac. Par exemple, les logiciels libres, j'ai dit tout à l'heure que alors prenons LibreOffice, qui est assez connu, ou OpenOffice, c'est à peu près la même chose, hein, qui est le concurrent libre de Microsoft Office. Et déjà se pose un problème au niveau de l'échange des documents que certains d'entre vous ont peut-être trouvé, ont peut-être rencontré. Par exemple, Microsoft Office, pendant longtemps, ça n'est plus tout à fait le cas maintenant, pendant longtemps, a refusé de lire les documents créés par LibreOffice. C'est-à-dire que si quelqu'un avait LibreOffice, comme c'est mon cas, je n'ai pas Microsoft Office, si je l'envoyais à quelqu'un qui avait Microsoft Office, ben, il ne pouvait pas lire le tableau, par exemple c'était un tableau ou le document. Bon, inversement, LibreOffice, lui, lit, quelquefois avec difficulté, mais pour des raisons compréhensibles, les documents produits par Microsoft Office. Pourquoi avec difficulté? Eh bien, étant donné que le code source de Microsoft Office est caché, c'est assez difficile quelquefois de reproduire exactement les formats utilisés par Microsoft Office. Alors justement, quand on entend souvent des gens dire oui, mais LibreOffice c'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à lire ces documents, c'est le contraire, le problème est contraire, c'est que c'est Microsoft qui empêche la lecture. Dans l'autre sens, ça ne pose aucun problème, ou très peu de problèmes. Pour Linux et Windows, qui sont les systèmes dans lesquels qu'on peut comparer comme système d'exploitation, c'est-à-dire le système qui en gros fait fonctionner l'ordinateur, gère le fonctionnement des ressources de l'ordinateur plus précisément, une grande différence, et ça s'appliquerait aussi au Mac, c'est que quand vous achetez un Mac, quand vous achetez un Mac, oui, ou quand vous achetez un ordinateur avec Windows, par exemple vous avez Windows 10, ben vous avez à l'écran un bureau avec l'interface qui est figée. Enfin, vous pouvez bien sûr la modifier, mais c'est très peu courant. Et pas facile. Tandis que sous Linux, vous avez une variété que j'ai représentée ici de présentations possibles. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple installer, je vous montrerai un exemple dans les prochains cours, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez installer plusieurs bureaux différents qui ne varient que par la présentation, pas du tout par les applications qui sont dedans ni le contenu. Mais vous pouvez adapter la présentation de votre bureau à vos envies personnelles. Vous avez ici plusieurs variantes, dont une qui est la variante actuellement l'une des plus utilisées, c'est la variante Debian. Mais ensuite, par exemple ici, vous avez une variante très épurée qui s'appelle Handy Linux et qui en fait est destinée aux personnes ayant des difficultés motrices, par exemple, pour déplacer la souris, ou des difficultés d'ordre visuel, et donc dans lequel on a réduit au minimum la présentation de l'écran en mettant ce que l'on veut, c'est-à-dire ce dont l'utilisateur a besoin, en évidence. Il n'a qu'à cliquer sur les boutons correspondants, qui sont assez gros, et pour accéder à ces applications. Donc, l'interface, et d'ailleurs tout dans Linux, est entièrement modulable. Enfin, un troisième aspect, c'est le téléchargement des logiciels. Alors, ça c'est une difficulté que je rencontre souvent quand j'aide des personnes qui travaillent avec Windows et qui ont des virus, par exemple, ou des logiciels qui fonctionnent, qui bloquent le système sous Windows. Alors, ceci vient la plupart du temps du fait que, quand on est sous Windows, on a besoin d'une application, autre que celle qui est fournie avec l'ordinateur, eh bien on va chercher sur Internet, sur un site où on voit le nom de cette application, avec souvent bien du mal,
pour y accéder. On la télécharge, et puis on se retrouve, dans le pire des cas, on va dire quand même, avec une application qui bloque le système. Ou une application qui va petit à petit encombrer le système et le rendre de plus en plus lent. Tout ça parce que la source, alors la source c'est pas dans le sens dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est l'endroit où vous avez été chercher l'application, peut être parfois extrêmement douteux. Pour Linux, c'est entièrement différent. La Logitech, c'est-à-dire l'endroit où vous cherchez les applications, est entièrement centralisée. Enfin entièrement, à 95%. Il y a des logiciels extrêmement particuliers qui ne sont pas dans la Logitech. Mais en tout cas, la plupart des logiciels, par exemple la version que j'utilise moi, Ubuntu, 40 000 logiciels en moyenne, est au même endroit. Vous y accédez par Internet, bien entendu, mais à travers l'interface de votre bureau. En cliquant sur une icône qui permet d'y accéder. Alors là, je pense que je ne peux pas parce que je suis en plein écran. Je le montrerai plus tard. Et c'est là que sont tous les logiciels qui sont tous vérifiés avec une signature numérique qui empêche qu'ils soient trafiqués, puisque c'est le cas avec les logiciels que vous téléchargez dans des endroits douteux qui ont été trafiqués pour introduire par exemple des portes dérobées. Et là, vous n'avez pas ce problème. Alors ça n'empêche pas que quelquefois le logiciel peut se planter aussi. Les logiciels sont soumis quand même aux erreurs, qu'elles soient sous Windows ou sous Linux. Mais un des gros avantages aussi du système Linux, c'est que si un logiciel se plante, il ne plante pas le système. Et la plupart du temps, on peut simplement l'arrêter, le fermer, sans arrêter et relancer l'ordinateur. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les généralités concernant les systèmes libres. Et on va parler un petit peu des conséquences que cela a pour le cours et les ateliers éventuels que j'organise. Alors tout d'abord, on va essayer de fonctionner dans l'esprit du partage des connaissances dans la philosophie du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler dans ces ateliers ensemble. Ensemble, en partageant, en posant des questions, en essayant de comprendre aussi. Donc, une des possibilités, une des injonctions, entre guillemets, que l'on pourrait donner, c'est qu'on apprend à réutiliser ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que dans les logiciels libres, étant donné qu'on peut partager et échanger, eh bien, on peut s'échanger des logiciels que l'on connaît ou qui sont sur Internet pour les utiliser. Ensuite, une utilisation efficace, intelligente, entre guillemets, adaptée aux objectifs des outils informatiques. Alors ça c'est un problème qui concerne souvent les gens qui ont une utilisation assez complexe de l'informatique, parce que la plupart des logiciels qu'on utilise dans l'informatique courante sont beaucoup trop compliqués et font beaucoup trop de choses par rapport à ce que l'utilisateur attend d'eux. Donc ils sont munis d'un tas de capacités, il est possible de faire un tas d'opérations avec eux, mais en fait vous n'utilisez qu'un très petit nombre de ces possibilités, ce qui fait que vous avez quelquefois du mal, qu'on a quelquefois du mal à s'y retrouver dans l'interface parce qu'il y a des tas de choses dont on ne voit même pas l'utilisation. Dans les logiciels libres, il existe des applications qui sont spécifiques d'un seul objectif, on va dire, qui servent à une seule chose. Bien sûr, il y a aussi des logiciels du type dont j'ai parlé avant, qui sont universels, mais il y a les deux, c'est complémentaire, des applications qui sont spécialisées, qui sont accessibles toujours dans la Logitech. Alors, en ce qui concerne donc, je l'ai dit au début, j'y reviens, la participation active, c'est-à-dire que dans ces ateliers, comme on l'a fait depuis 2 ans, il faut toujours poser des questions, et vous pouvez bien sûr poser des questions par mail. Je rappelle ici mon adresse mail, et j'y réponds en général, soit par mail directement, soit dans le cours qui suit, si j'estime que ça concerne tout le monde. Ne pas hésiter à proposer des activités qui vous intéressent, ne pas hésiter à expérimenter. Alors là aussi, étant donné la stabilité du système Linux par rapport à Windows,
il est extrêmement difficile de le déstabiliser, de le faire planter, quoi. Donc vous pouvez très bien essayer des choses que vous ne maîtrisez pas, et la plupart du temps, il suffira de fermer l'application que vous avez essayée sans aucune difficulté. Les logiciels libres devraient aussi donner envie d'approfondir l'utilisation des applications dont on a besoin dans le cadre de la réalisation de projets, par exemple. Mais ça concerne encore une fois des utilisateurs, dont certains qui venaient à mes cours précédents, qui ont des désirs précis en ce qui concerne l'utilisation de leur ordinateur. J'avais parlé, par exemple, et on continuera peut-être cette année, j'avais parlé, par exemple, de la construction d'un site web. On avait commencé à voir comment cela pouvait se faire, avec des outils libres. Être curieux, ça rejoint ce que j'ai dit avant, avoir envie d'approfondir et de comprendre, mais aussi patient, parce qu'effectivement, mais là, c'est de manière générale, pour tout ce qui est scientifique, on a besoin de patience quand on veut comprendre. La compréhension, ce n'est pas quelque chose d'inné et d'instantané. Donc, en général, moi, ce que je préconise, alors, je précise sous Linux ou sous Windows, puisque même si vous utilisez Windows comme système d'exploitation, vous pouvez utiliser les versions pour Windows des logiciels libres, de certains logiciels libres. Donc, on avait précédemment utilisé un éditeur de texte pour la programmation, en particulier pour créer des sites web, qui était Atom, que j'avais demandé aux utilisateurs d'installer, mais il y a aussi Gedit, qui est préinstallé dans Ubuntu, qu'on utilise à la place de Notepad, qui est la version d'un éditeur de texte sous Windows très connu. Un navigateur Internet, en général, on préconise Firefox à la place d'Internet Explorer. De toute façon, Internet Explorer n'existe pas sous Linux. Un outil de bureautique LibreOffice, à la place de Microsoft Office. Et puis après, vous avez des outils plus spécialisés. Alors, un éditeur d'image GIMP, qui est un peu compliqué, mais qui est pour les gens qui ont des besoins importants en termes de traitement d'image. Mais vous avez aussi des logiciels de traitement du son, Audacity, par exemple, dont je me sers pour les émissions radio que je prépare. Bon, et GeoGebra pour la géométrie que j'utilise dans le cours de maths. Stellarium qui est pour l'astronomie, qui est un logiciel qui montre en temps réel la position des étoiles dans le ciel à l'endroit où vous êtes, ou tout au moins à l'endroit que vous lui avez précisé. Alors, pour les gens donc, qui veulent rester sous Windows, tous ces logiciels existent. À peu de choses près, je crois que tout cela existe sous Windows, donc vous pouvez très bien les installer, à condition de faire attention, mais on en parlera plus tard, à l'endroit où vous allez les chercher. Alors bien sûr, moi je préconise d'installer Linux, disons, à la place ou parallèlement à Windows. On peut le faire, bien sûr, ce qu'on appelle un dual boot. Vous pouvez au démarrage choisir entre Linux et Windows. Donc, j'avais moi-même, dans les 2 années qui précèdent, aidé pas mal de gens de l'UTL à installer Linux. Et en général, ça s'est bien passé. L'installation n'est pas un processus simple, et donc on revient au problème de départ. Linux n'est pas... Mais si vous aviez installé Windows vous-même, c'est pas non plus un processus simple. C'est la même difficulté. Et d'ailleurs, maintenant, l'installation de Linux est quasiment plus simple que celle de Windows. Il suffit d'avoir soit un CD, soit une clé USB qui contient l'installateur, et de répondre à quelques questions, et ça ne pose pas de très grosses difficultés. Mais enfin, surtout si vous voulez conserver Windows en même temps, je vous conseille de vous faire aider par moi, par exemple, si vous le souhaitez, ou par quelqu'un d'autre qui sait le faire, parce qu'il y a quand même un risque au début de l'installation, de placer Ubuntu à un endroit qui va perturber Windows. Donc ça, c'est un problème de coexistence, en fait, pacifique, si on peut dire. Bien que Windows essaye à tout prix d'empêcher cette coexistence pacifique. Alors, il y a différentes façons d'utiliser Linux, ça c'est un peu plus technique. Soit vous utilisez une distribution Linux, c'est ce que je viens de dire, Ubuntu,
et puis vous l'installez. Soit vous pouvez installer Ubuntu à l'intérieur de Windows, dans une machine virtuelle, ce qui fait que vous n'avez pas à redémarrer l'ordinateur pour utiliser Linux, Ubuntu en même temps que Windows. Ça pose un petit problème de quantité de mémoire vive. Il faut avoir pas mal de mémoire vive pour que ça fonctionne bien. Et puis depuis Windows 10, Windows a installé un sous-système Linux à l'intérieur de son système. Alors je ne le connais pas, à vrai dire, je ne l'ai jamais utilisé, j'en ai entendu parler. Disons qu'il est moins puissant, il y a moins de capacité que le système que vous pouvez installer entièrement, mais c'est aussi une possibilité. Bon, ça, je ne vais pas en parler pour le moment, c'est la différence entre éditeur de texte et traitement de texte. Donc, la question, c'est à qui ces ateliers, ou ce cours, on va dire, cette année, s'adresse-t-il? Alors, d'abord, il ne remplace pas les ateliers informatiques habituels de l'UTL, où deux autres enseignants donnent des cours centrés sur la bureautique, par exemple, ou sur le traitement d'images, ce qu'en général, je ne fais pas. C'est-à-dire que l'atelier ou le cours que je propose est complémentaire de ces ateliers de l'UTL, des autres ateliers. Alors, ça ne nécessite pas d'être informaticien de suivre ces ateliers, mais cependant, ça n'est pas tout à fait destiné à des débutants, et les prérequis pour pouvoir suivre convenablement ce que je propose, c'est d'être capable de gérer ses fichiers personnels, c'est-à-dire de comprendre l'organisation des fichiers. Alors sous Windows, si vous savez le faire, sous Linux, je vous l'apprends éventuellement, mais ce n'est pas très différent. Être capable de sauvegarder et de retrouver donc vos documents. Avoir une pratique de quelques logiciels, même si ce n'est pas des logiciels libres, ceux qui sont étudiés dans les autres ateliers informatiques. Alors ça n'est pas une obligation, mais disons que ça permet d'avoir une certaine aisance déjà préalable. Et surtout, être intéressé par la compréhension de ce que vous faites. J'ai mis d'un système informatique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Disons que moi, j'essaie d'expliquer ce que l'on fait. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas de vous apprendre à maîtriser un outil de manière automatique, mais de comprendre comment il est fabriqué, comment il fonctionne, sans que ça ne soit nécessairement trop technique. Alors, je reviens à l'écran pour terminer et préciser un peu ce qu'on va essayer de faire dans les conditions actuelles, un peu difficiles. Ce que j'avais prévu, ce dont on avait parlé avec les participants des années précédentes. Un fonctionnement en atelier, donc ce que je viens de dire, tout le monde participe activement en fonction de ses domaines d'intérêt personnel et de ses compétences. J'avais proposé la question, on s'était posé la question, puisqu'on avait travaillé les 2 dernières années sur la construction d'un site web associé à des bases de données pour ceux que ça intéressait, c'était pas tout à fait obligatoire. Et aussi, on avait travaillé sur la manière de programmer LibreOffice, d'ajouter des fonctionnalités donc à LibreOffice adaptées encore une fois à nos besoins. Alors, j'avais dit l'année dernière qu'il pourrait être utile de se centrer sur un objectif commun. En gros, disons que on aurait continué à travailler sur les projets de chacun d'entre vous, pour ceux qui en avaient, et puis on aurait aussi participé ensemble à un objectif commun. Alors j'avais proposé de travailler à un projet concernant l'astronomie. Mais bon, c'est simplement certaines personnes avaient l'air intéressées, mais c'est simplement une idée que j'avais avancée, on peut la discuter. Alors, ça aurait été un travail qui aurait permis de produire un site web, qui aurait permis de produire des documents relatifs à l'astronomie, des fichiers audio ou vidéo, et par exemple de participer
dans ce cadre-là, à la radio UTL 65 ou à la chaîne vidéo YouTube qui sont en train d'être mis en place par l'UTL, en produisant des documents. Donc, je ne sais pas si c'est réalisable actuellement. Hein, dans les conditions actuelles, on va voir après, ça pose quelques problèmes. Et donc, en utilisant les outils informatiques dont on a déjà parlé, ou d'autres, éventuellement. Donc, on aurait utilisé par exemple une base de données SQLite ou LibreOffice pour récolter des tables de données, de données astronomiques. On aurait traité ces données avec LibreOffice Calc, le tableur donc, plus un peu de basique en faisant ce qu'on avait commencé à faire pour apprendre à programmer LibreOffice et à étendre ses possibilités. On aurait publié les résultats sous forme de documents PDF en utilisant là aussi des outils libres. On aurait aussi, donc, en dehors d'une publication de documents, on aurait créé un site web pour présenter les résultats et les travaux. Bon, voilà une proposition qui avait été faite au mois de mars, à vrai dire. Alors, maintenant, j'ai mis mai parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Déjà, le fait de faire ces cours en vidéo me gêne énormément parce que c'est difficile pour moi de m'adresser à un écran, en fait. Je parle devant un écran et il n'y a pas d'interaction, il n'y a personne devant moi et pour moi, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'aime bien être dans l'interaction avec les gens, de pouvoir marcher, même de pouvoir gesticuler, et de répondre surtout aux questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent, puisqu'il y avait dans l'atelier informatique un échange continu de questions par rapport à ce que je proposais. Et ça, pour le moment, alors on va voir si après on peut essayer de faire quelques séances avec Zoom ou quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire quelques séances en direct, mais c'est pas gagné pour autant. Bon, donc étant donné les circonstances sanitaires, et qui semble aussi que beaucoup d'entre vous sont nouveaux, d'après la liste que j'ai reçue de l'UTL, donc il va être peut-être difficile de conserver ces objectifs à travers un enseignement à distance. J'aimerais bien, moi, continuer malgré tout cet atelier, mais il faut que vous me donniez votre avis. Alors je vais sans doute un peu continuer les généralités en parlant des systèmes Linux, en expliquant pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis ça permettra aussi aux autres qui le connaissent un peu peut-être d'approfondir leur utilisation de Linux. Et pour montrer aussi à ceux qui hésitent encore à comment ça fonctionne, que finalement quand c'est installé c'est aussi simple si ce n'est plus à utiliser que Windows, avec moins les inconvénients, c'est-à-dire pas de blocage dans les mises à jour, jamais de blocage dans les mises à jour, pas de virus, etc. Et bien sûr, je le répète, en les aidant à installer Ubuntu s'ils le souhaitent. Et donc je peux reprendre et compléter le travail commencé aussi sur la construction d'un site web. Mais cela risque de ne pas répondre nécessairement à vos attentes. Donc, exprimez-vous, j'ai mis, en m'envoyant un mail, si possible assez rapidement, pour que j'organise la suite, à moins qu'on attende la fin du confinement. Mais bon, personnellement, j'aimerais bien conserver la possibilité d'organiser cet atelier avec vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour ce premier cours, en espérant que ce n'est pas trop indigeste, et à bientôt donc. Au revoir.